Bonjour, merci de nous avoir rejoints voilà, pour ce cours découverte en compagnie de Madame Chabal qui nous fait l'honneur donc, de sa présence aujourd'hui. Je me présente Corinne Boss, directrice des admissions pour les enseignes de l'école Adonis Éducation ISK. Des enseignements en présentiel, en distanciel, en alternance également, notamment l'alternance qui est beaucoup soutenue voilà, par les régions, pour les écoles de Montpellier et Toulouse, par la région Occitanie notamment. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Pendant ce cours, vous allez pouvoir poser autant de questions que vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à intervenir sur le chat. Je me ferai un petit peu le relais et j'interrogerai donc Madame Chabal en fonction de vos questions. Je vous envoie d'ores et déjà voilà, mon contact que vous pouvez voir dans le chat. Donc, les BTS en profession immobilière sont présents au sein de nos établissements, donc aussi bien en présentiel, comme je vous le disais, en enseignement à distance. Alors, en présentiel, vous nous retrouvez dans de nombreuses régions, donc notamment à Paris et Lille, pour le nord de la France. Ensuite, sur la région Bretagne, nous sommes présents à Rennes ainsi qu'à Nantes. Puis à Bordeaux, Montpellier, Toulouse pour la région sud, Aix-en-Provence également, ainsi que Lyon. Donc, sur toutes ces écoles, vous pouvez postuler bien sûr en présentiel. Nous avons l'honneur d'accueillir voilà, des étudiants qui sont juste sortis de terminale, puisque comme vous le savez, le prérequis pour tout BTS et d'être titulaire du baccalauréat, mais nous accueillons également de nombreuses personnes qui sont en reconversion professionnelle, notamment sur nos enseignements à distance. Que ce soit sur l'une ou l'autre des formules, vous avez la possibilité, bien sûr, d'être également en alternant. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous sont déjà étudiants chez nous et se sont connectés peut-être pour le cours de Madame Chabal, ou vous portez le projet en immobilier. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter. Je vous ai mis voilà, mon petit mail et mon téléphone. Alors, pour faire une brève présentation du BTS en profession immobilière, c'est le BTS, le diplôme qui vous permet d'aller, une fois que vous êtes donc diplômé enfin que vous obtenez le titre du BTS, de pouvoir aller retirer votre carte professionnelle auprès des chambres de commerce et d'industrie pour pouvoir travailler, enfin, ouvrir même votre propre agence immobilière. Donc, les débouchés ne sont pas uniquement que dans l'immobilier, puisque nous avons de nombreux étudiants qui ensuite trouvent une insertion professionnelle aussi bien dans le secteur bancaire, dans le secteur, bien évidemment, immobilier pur agence, mais également chez des promoteurs. Donc, les débouchés voilà, peuvent être différents en fonction de vos ambitions et projets professionnels. Et bien sûr, vous pouvez faire des poursuites d'études vers différents bachelors, bien évidemment, ou parfois certains vont réintégrer même la faculté pour se diriger plutôt voilà, vers des études en droit, puisque c'est vrai que le droit de l'immobilier est très important, le droit général également au sein de ce BTS, mais vous retrouvez d'autres matières telles que l'architecture, habitat, urbanisme également. Et on va retrouver, bien sûr, toutes ces techniques de commercialisation, d'accompagnement également du client, puisque ce soit de la location, de la gestion locative, du syndic de copropriété ou de la transaction, vous avez donc à gérer différents échanges avec des prestataires, des clients, et donc vous travaillez également, bien sûr, sur ce côté relationnel. Donc, je vais laisser la parole à Madame Chabal. Je vous souhaite à tous un bon cours. N'hésitez surtout pas à poser vos questions via le chat. Madame Chabal y répondra bien sûr avec plaisir. Et moi, de mon côté, je vous retrouve donc à la fin du cours. Si vous avez des petites questions concernant une éventuelle inscription ou un suivi de scolarité sur une phase de première à deuxième année, voilà, je serai également à votre écoute pour y répondre. Je vous laisse vous présenter, Caroline. Très bien, merci beaucoup, Corinne. Donc, bonjour, je me présente, je suis Caroline Chabal-Chanier. J'ai exercé la profession d'agent immobilier pendant une trentaine d'années. À la base, je suis juriste en droit d'immobilier. Et l'immobilier, en fait, si vous embrassez cette formation, vous verrez, est un mélange à la fois de pratique, bien évidemment, qui est fort intéressante, et également de droit. En fait, si vous voulez, à travers la profession, on fait indirectement toujours plus ou moins du droit immobilier. Voilà. Et la gestion immobilière consiste surtout à gérer un patrimoine. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça vous dit, la gestion immobilière? Comme ça, quand vous parlez de gestion immobilière, qu'est-ce que ça peut représenter pour vous? Dites-moi. Mélissa, par exemple. Est-ce que vous avez eu déjà affaire à des agences immobilières pour louer un appartement ou dans votre entourage des gens qui ont loué des logements? . ? 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 .
personne a eu affaire à des agences immobilières? N'hésitez pas à être un petit peu participatif, hein, ça rendra le cours plus vivant, bien sûr. Hein. Bon. Donc, en fait, la gestion immobilière consiste surtout à d'abord louer un bien. Donc, si vous recherchez, quand vous ferez vos études, si vous cherchez un logement, vous pouvez vous adresser à un particulier, mais aussi à une agence. Et dans ce type d'agence, vous allez avoir soit des personnes qui font que de la location et que vous rencontrerez lorsque vous allez prendre votre appartement, mais aussi lorsque vous allez le quitter. Et il y aura des gestionnaires immobiliers que vous allez rencontrer à l'entrée, à la sortie et aussi pendant tout le déroulement de votre location. Tout simplement, voilà. Et ce gérant immobilier, lui, il va encaisser vos loyers. Si vous avez des soucis lors de votre location, si vous avez un cumulus qui tombe en panne, que vous n'ayez plus d'eau chaude, ou si vous avez des fuites dans l'appartement, ou si vous n'avez plus d'électricité, ou des choses comme ça, c'est à lui que vous vous adresserez. Et quand il faudra partir, également, c'est à lui que vous adresserez pour donner un congé, ou peut-être que le propriétaire, lui, vous aura donné congé. Alors, est-ce que, je répète ma question, est-ce que entre vous, il y a des personnes qui ont eu affaire déjà à des agences immobilières ou pas? Non? Personne? Moi, oui. Mais Oui, bon. je n'ai pas participé au cours, je vais laisser les étudiants. Donc, alors, si vous voulez, lorsqu'on prend un logement, on signe un contrat de location. Ce contrat de location, il a, quand vous rentrez dans l'appartement, donc vous faites un état des lieux d'entrée pour voir comment est le logement, que quand vous le quittez, si vous avez bien respecté vos obligations, ben vous récupériez votre dépôt de garantie, la somme d'argent que vous versez au début. Et ensuite, cet appartement, ce logement, vous allez un jour le quitter et il faudra donner congé, ou peut-être que ça va être le propriétaire qui vous donnera congé. C'est-à-dire que le propriétaire va vous dire, va mettre une fin au bail et vous serez obligé de déménager. Voilà. Alors, ce que je voulais voir aujourd'hui, c'était le congé donné par le bailleur, c'est-à-dire lorsque le locataire reçoit un congé lorsqu'il est en place et que le propriétaire veut récupérer son logement, soit pour le vendre, soit pour l'habiter. Voilà. Alors, la législation, si vous voulez, est pas la même. Actuellement, actuellement, il y a 5 types, on va dire, de contrats de location, puisqu'il y a 5 situations dans lesquelles on peut se trouver. C'est-à-dire que quand vous allez louer des logements, vous pouvez louer des logements vides ou bien vous pouvez louer des logements meublés. Et la législation n'est pas la même lorsque vous êtes en vide et lorsque vous êtes en meublé. En meublé, vous avez, j'allais dire, 4 sous-catégories. À votre avis, aujourd'hui, est-ce que vous connaissez, quand je vous parle de location meublée, à quel type de location ça vous fait penser? À quel type de location ça peut vous faire penser? Dites-moi. Est-ce que vous pensez aux vacances? Est-ce que vous pensez à votre vie d'étudiant? Ou d'étudiante, à quoi vous pouvez penser? Est-ce que quelqu'un a une idée? Est-ce qu'une location meublée, ça ne vous fait pas penser aux vacances? Ah, pardon, vous m'entendez? Oui, Oui. je vous entends. Ah oui, du coup, c'était pour dire que moi, ça me faisait penser aux appartements étudiants comme dans le Crous, qui Oui, sont alors ça peut meublés. faire penser, effectivement. Alors, moi, je sortirais du Crous parce que si vous voulez, le Crous, ça fait partie, je pense, d'un parc à part.
au point de vue réglementation. Mais effectivement, dans le parc privé, vous avez des baux étudiants. Bon, ça, c'est déjà un premier type de meublé. Alors, voilà, Johanna dit la location saisonnière. Oui, ben voyez, vous le savez. C'est le deuxième type de meublé. Après, il y en a deux autres. Hein. Alors, il y en a un qui concerne un meublé qui est sur une résidence principale, c'est-à-dire que c'est un logement dans lequel vous vivez et qui est votre résidence principale, parce qu'on ne peut pas dire que la location saisonnière, ce soit la résidence principale, ce n'est pas le cas. La résidence étudiante, ce n'est pas le cas non plus, du moins dans le privé. Et le dernier bail meublé que vous avez, c'est un modèle qui est sorti, bon maintenant il va y avoir bientôt 10 ans, qui est le bail mobilité. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez entendu parler du bail mobilité ou pas? Ou est-ce que ça vous, si vous n'avez pas entendu parler, à votre avis, à quel type de public ou de personnes ça peut s'adresser? Mobilité, ça... Ah, alors Mélissa apparemment a un souci, elle ne peut pas parler. N'hésitez pas à passer par le chat, par l'écrit, hein, si vous voulez. Alors, d'accord, elle rappelle. Bon, alors je vais continuer. Ce n'est pas une location temporaire. Si c'est une location, c'est bon, je le lis, il n'y a pas de souci. C'est une location temporaire qui, en fait, s'adresse à un public qui bouge. La location meublée mobilité, c'est pour un public qui va venir momentanément sur une région, sur une ville, soit éventuellement pour des études, s'ils ont passé l'âge d'être étudiants ou s'ils n'ont pas la qualité d'étudiant, parce que bon, la qualité d'étudiant quand même est réservée à un certain type de personnes, en particulier vis-à-vis d'un certain âge. Donc, quand vous avez des gens qui sont en reconversion et qui font des stages, donc ils peuvent prendre un bail mobilité pour la durée des stages. Après, il y a des personnes qui sont en emploi pour des CDD, pour des phases d'intérim et qui vont prendre un bail mobilité. Voilà. Donc, concernant les baux d'habitation, on a donc 4 types. On a 2 grands types, les baux vides et les baux meublés. Dans les baux meublés, on a les saisonniers, on a les mobilités, on a les étudiants et on a les résidences principales. Voilà. Et les règles, autant pour le locataire que pour le propriétaire, quand on va vouloir mettre fin au bail, à la relation qu'il y a entre le locataire et le propriétaire, les règles ne vont pas être les mêmes. Alors, ces règles, si vous voulez, il y a des règles, comme on dit dans le jargon juridique, il y a des règles de forme et il y a des règles de fond. C'est-à-dire que le congé, c'est comme quand si vous êtes salarié ou si vous avez été salarié, vous quittez votre emploi, vous avez une lettre à faire qui est dans une certaine forme et notamment là, la forme va être la possibilité de le faire par la poste ou bien en main propre ou bien éventuellement par voie de commissaire de justice. Alors, les commissaires de justice, c'est le nouveau nom des huissiers. Voilà, il y a eu une réforme qui a eu lieu, je crois, il y a à peu près 1 an ou 2 et qui a vu le regroupement des commissaires-priseurs, les personnes, autant hommes que femmes, qui vendent ou qui font des ventes aux enchères, voilà, et les huissiers de justice. Donc, huissier de justice plus commissaire-priseur, ça a donné commissaire de justice. On a pris le premier mot de la première profession et la fin de la seconde, et on a fait un mixte. Voilà. Donc, le congé peut être donné de plusieurs façons. Ce qui compte quand vous donnez congé, autant si vous êtes propriétaire et que vous ne voulez plus votre locataire, ou si vous êtes locataire
et que vous voulez partir, que vous n'avez plus besoin du logement, à ce moment-là, ce qui va compter, ça va être la réception du congé. C'est-à-dire que on va dire dans le jargon que le congé ne va commencer à courir qu'à compter du moment où il a été reçu. C'est-à-dire que vous êtes locataire, vous voulez partir, dans tous les cas, pour que vous puissiez être libéré de payer votre loyer et être libre, en fait, vis-à-vis de cette personne, ne plus avoir d'obligation vis-à-vis d'elle, il va falloir que, à ce moment-là, il ait reçu votre congé, votre lettre. Et pareillement de l'autre côté, quand le bailleur veut récupérer son bien ou pour l'habiter ou pour le vendre ou parce que son locataire ne respecte pas une obligation, à ce moment-là, ce qui va compter, c'est qu'il soit sûr que le locataire ait reçu la lettre et reçu son intention de partir. Voilà. Si ça ne se fait pas, c'est-à-dire si on n'a pas une preuve comme quoi le congé a été bien reçu d'un côté comme de l'autre, eh bien le congé, il ne court jamais. C'est-à-dire que le propriétaire aura toujours le locataire et le locataire devra toujours payer le loyer à son propriétaire. Voilà. Alors, c'est pour ça que ce qui compte, si vous voulez, outre les raisons pour lesquelles on peut partir, est-ce qu'on peut partir librement ou pas, est-ce qu'on doit se justifier, ce qui compte, c'est la forme, c'est-à-dire la façon dont on va donner ce congé. Alors, on peut le donner de plusieurs façons, autant pour le propriétaire que le locataire. Là, c'est un pot commun, j'allais dire, ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Donc, on va pouvoir le donner, comme je vous disais, par, d'abord, on peut le donner tout simplement par une remise en main propre. C'est-à-dire que le locataire va pouvoir aller ou à l'agence, voir le gestionnaire immobilier, ou bien s'il n'y a pas d'agence, s'il n'y a pas de professionnel, il peut très bien aller chez son ou sa propriétaire et donner son congé en disant, voilà, ben écoutez, moi je vous ai fait une lettre, comme quoi je m'en vais, je dépose mon préavis et le propriétaire qui le reçoit devra signer tout simplement en disant qu'il y a eu la formule et la remise en main propre qui a été faite tel jour à telle heure. Vous avez 2 exemplaires, un pour chacun, et comme ça, on sait que lors de la remise, le préavis commence à courir. Voilà. Et la même chose, si c'est le propriétaire qui veut donner congé, à ce moment-là, il peut aller voir son locataire et faire une remise en main propre, tout simplement. Voilà. Alors, ensuite, on a éventuellement... Alors, pardon, je viens juste de m'apercevoir de la discussion donc, que j'ai. Voilà. Donc, il y avait quelqu'un, j'arrive avec un peu de retard, je vous prie de m'en excuser, Myriam Le Deuf qui avait bien répondu pour le bail mobilité moins de 10 mois. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions hein, si vous avez des cas pratiques ou des personnes vous-même qui êtes parfois, vous pouvez avoir des questions concernant votre vie pratique en matière de location, ça peut être toujours utile. Donc, première façon de donner congé, remise en main propre. Bon. Deuxième façon, ça va être la lettre recommandée avec accusé de réception. Bon, c'est un modèle classique, vous êtes sûr au moins, avec l'accusé de réception, que la personne l'a bien reçu. Voilà. Vous pouvez le faire accusé de réception, voie classique, on va dire, papier, ou bien alors électronique ou numérique, via la certification. Et ensuite, le troisième moyen qui est rare, surtout pour les baux d'habitation, va être le recours au commissaire de justice, ex-huissier, pour faire délivrer le congé. Alors, le congé délivré par un commissaire de justice, ça va être plus souvent le propriétaire qui va le faire. Pourquoi? Comme on a vu tout à l'heure, le congé ne court qu'à compter du moment où il a été reçu. Imaginez que vous êtes propriétaire. Bon, votre appartement, bon, vous quittez vous l'avez loué,
vous voulez quitter la région parce que vous allez aller ailleurs, vous allez travailler ailleurs, et vous, tout compte fait, vous avez envie d'acheter ailleurs parce que vous ne reviendrez certainement pas dans la ville où vous avez ce logement. Donc, vous avez un locataire qui paye ou une locataire qui paye bien, qui entretient bien, mais qui est assez étourdi ou qui ne fait pas forcément attention. Non. Vous lui donnez congé, elle ne reçoit rien, la lettre vous revient non réclamée. Ben, vous avez toujours le logement, vous avez des délais à respecter, ça peut être délicat, ça peut vous remettre en cause le congé que vous pouvez donner qu'à des périodes déterminées. Donc, à ce moment-là, vous allez être ennuyé et par mesure de sécurité, vous allez recourir à un commissaire de justice. C'est un coût, de mémoire, ça doit être aux alentours des 200 €, pas plus, certainement pas. Mais vous êtes sûr que le locataire l'aura reçu et même si le locataire ne va pas le chercher à l'étude du commissaire de justice, du moment que le commissaire de justice a déposé, oui, le document chez le locataire et passé chez le locataire, en lui laissant une feuille, un document l'informant que le congé était à l'étude, à ce moment-là, ça vaut, même si le locataire ne va pas chercher le document à l'étude, du moment que c'est un huissier, commissaire de justice qui a déposé ce document, ça prend effet. Donc, comme ça, au moins, le propriétaire, lui, ne perd pas ses chances de pouvoir récupérer son logement, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou est-ce que c'est bon pour vous? Comme apparemment, il n'y a pas de commentaires, c'est super. Bon, écoutez, merci Eva. Donc, pas de questions. Ok, très bien. Alors, je continue. Donc, on a vu la forme. Maintenant, reste à voir le fond. Alors, à votre avis, est-ce que vous êtes susceptible d'être locataire, comme propriétaire d'ailleurs, mais est-ce qu'en tant que locataire, à votre avis, vous pouvez partir d'un logement n'importe quand, n'importe comment? À votre avis? Est-ce que ça peut… Non. Bon. Alors, c'est Eva qui dit non. Préavis, très bien. Johanna, non. J'ai toujours du mal à vous entendre, malheureusement. Ah bah, attendez, je vais écouter, peut-être essayer de me rapprocher. Est-ce que là, ça va, mieux? Mélissa? Ah, bon, moi, vous m'entendez? Bon, ok. Alors, il faut effectivement… Alors, très bien. Ça, parfait. Il faut prévenir un certain délai. Et Louis-Marie dit oui. OK. Donc, effectivement, vous voyez que vous en savez des choses. Il faut déposer un préavis. 3 mois. Ouh, mais c'est parfait, Eva. Vous connaissez tout. Alors, 3 mois ou 1 mois. Très bien. Donc, 3 mois ou 1 mois. Alors, on va commencer par… Il y a un principe. Alors, vous savez, en France, on a souvent les principes, mais c'est le cas de le dire, en principe, avec la règle, vous avez toujours à côté des exceptions. Donc, au départ, alors déjà, il faut distinguer 2 choses. On va commencer par les congés. J'ai fait une carte mentale que je vous montrerai à la fin du cours. On va commencer par les congés pour les logements vides, parce que pour les logements meublés, c'est différent. Alors, pour les logements vides, vous avez effectivement 3 mois ou 1 mois exceptionnellement. 3 mois, c'est le principe. C'est-à-dire qu'on va vous dire, bon, mais si vous voulez partir, il faut me donner 3 mois de préavis. Oula, vous allez dire 3 mois, c'est long. Pourquoi 3 mois? Mais en fait, parce que si vous voulez, à la base, louer, alors je dis à la base, à l'origine, il y a longtemps, hein, ça date du Code civil, il y a longtemps, le Code civil, c'est Napoléon, c'est 1820. Donc, à la base, il y a très, très longtemps, on louait souvent pour avoir un rapport.
c'est-à-dire que c'était l'équivalent de revenus. C'était les gens qui avaient des rentes. Et donc, aujourd'hui, ça sert souvent à payer un crédit, un loyer. Et si vous voulez, le bailleur, le propriétaire devait être informé longtemps avant qu'il n'allait plus avoir de loyer. Et les 3 mois lui permettaient effectivement de se retourner pour trouver un nouveau locataire. Bien. Mais au fil des temps, on s'est aperçu que le locataire pouvait avoir des situations économiques dans lesquelles il était dans l'embarras. Et que donc là, comme la loi de 89 qui régit et qui, si vous voulez, réglemente les baux à usage d'habitation, du vide et du meublé, essaye de faire un équilibre entre les intérêts du bailleur qui et les intérêts du locataire, mais ces des intérêts, ils sont souvent contradictoires, bien évidemment, on a dit, bon, mais les 3 mois, on va les réduire toutes les fois que le locataire aura un préjudice économique. Donc, on a le principe des 3 mois et on a l'exception des 1 mois. Alors, à votre avis, pour quelle raison le locataire va-t-il avoir un préavis réduit exceptionnellement à 1 mois? À votre avis, qu'est-ce qui peut faire que ce locataire, au lieu d'avoir 3 mois de préavis, en aura qu'un? Dites-moi. Mutation. Oui. Alors, je note au fur et à mesure. Zone tendue. Très bien. Oh, mais vous savez tout, c'est parfait. Ensuite, le bail immobilité. Alors, le bail immobilité, Myriam, on va le laisser de côté parce que c'est un bail meublé. Donc, pour le moment, on fait le vide. Le conjoint. Alors, le conjoint, non, pas particulièrement. Qui part, le conjoint qui part. Oui, alors le conjoint qui part, disons que l'autre suit, on va dire, et on retrouve avec la mutation ou la zone tendue. Après, à votre avis, est-ce qu'il y a d'autres prétextes ou pas? Dites-moi. Est-ce que vous en voyez d'autres? Alors, on a la mutation, on a la zone tendue, le sinistre de la maison. Alors, ça, c'est pas là-dedans. Alors, le sinistre de la maison, c'est-à-dire que c'est Eva qui a dit ça. Ça veut dire que Eva, si je comprends bien, le bien est inhabitable ou presque, c'est ça? Il y a eu un gros sinistre, voilà. Alors là, on va, disons qu'on n'est plus dans le cadre. Alors, sur le fond, ça revient au même. Mais en droit, enfin, au niveau de la procédure, c'est pas la même chose et de la notion. Un bien qui va être sinistré, soit suite à un incendie, un gros orage ou tout ça, on va l'assimiler à une perte. Et donc, ça va être, si vous voulez, on va être hors délai. C'est-à-dire que quand ça arrive, on ne regarde pas si le bail il a commencé, si le bail il a fini. Bon, là, on est obligé de tout arrêter. C'est autre chose. Et ça peut aussi, quand vous avez un logement qui n'est pas décent, c'est-à-dire qui ne répond pas aux critères, un logement décent, c'est un logement qui ne doit pas porter atteinte à la santé, à la sécurité physique de l'occupant. Et quand vous avez un logement qui n'est pas décent, si par exemple vous avez beaucoup d'humidité dans le logement, à ce moment-là, vous pouvez trouver un prétexte de partir sous 1 mois, mais on n'est pas dans le cadre du congé. Sur le fond, ça revient au même, mais en droit, ce n'est pas la même chose. Alors, on va compléter ça. Donc, en fait, vous apercevez qu'il y a, on va dire, la mutation, ça peut être une raison économique. Le congé du locataire sera réduit à 1 mois toutes les fois qu'il y aura une raison économique. Alors, la raison économique, ça va être la mutation. Ça peut être aussi, à votre avis, quel genre de prétexte ou de cause, de raison dans le contexte économique? Vous pouvez être muté, mais qu'est-ce que vous pouvez aussi? Et voilà, très bien. Johanna, la perte d'emploi. Le changement d'emploi, Eva, c'est comme la mutation. Donc, on a la perte d'emploi, on a le nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi. On a éventuellement, alors je vous dis ça de tête, normalement je ne devrais pas trop me louper, on a un premier emploi aussi, ça peut être votre cas, une fois que vous avez un diplôme en poche, on considérera que c'est votre premier emploi, même si vous avez fait des petits boulots avant, style boulot étudiant, etc.
On ne considérera pas que c'est du travail, on considérera que là, suite à la fin de vos études, vous avez un premier emploi qui correspond à vos études, un vrai emploi. Ensuite, vous pouvez avoir donc la zone tendue. Vous pouvez aussi avoir, quand vous êtes au RSA, là aussi, vous avez un préjudice économique. Également, quand vous pouvez obtenir un logement dans le parc social, là aussi, vous avez un préavis de 2 mois. Vous voyez, il y en a beaucoup, ouais, des exceptions. Elles s'allongent de jour en jour. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez de mémoire? Hospitalisation. Alors, on va même pas jusque-là, Eva. On s'arrêtera tout simplement à un certificat médical qui dit que votre situation de santé est incompatible avec le fait de rester dans l'appartement. Alors, ça peut être tout simplement, mais momentanément, vous êtes cassé la jambe, vous êtes au 6e étage sans ascenseur, ou même le premier sans ascenseur, voilà. Ça peut être un appartement qui est avec un duplex, une rochelle, un souplex, il faut monter des escaliers, vous ne pouvez pas. Et c'est indépendamment de l'âge. Parce qu'avant, il y avait une limite d'âge, mais là, c'était cumulatif, âge plus certificat médical, mais raison de santé, mais là, non, quel que soit l'âge. Voilà, donc je vais juste regarder que je n'ai rien oublié, mais je ne pense pas. Donc, je vous regarde juste le cours. Alors, il y a autre chose. Hein. Voilà, je ne me suis pas trop trompée, ça va. Et je vais juste regarder également si j'ai fait, je crois que j'ai fait, voilà. On va le voir ici et ça devrait vous plaire. Alors, attendez, je vous retrouve, vous voilà. Est-ce que je peux partager quelque chose sur mon écran? Oui. Alors, fenêtre. Voilà. Alors, il y a une chose que j'ai oubliée. Vous m'entendez avant que je partage, mais je peux le partager quand même. C'est, voilà, ça va être en cas de violence conjugale. Très bien. Il y a Louis qui l'a dit, c'est parfait. Exactement. En cas d'harcèlement ou de violence conjugale, le conjoint qui est victime peut partir et c'est l'autre qui restera, qui devra payer l'intégralité du loyer. Le conjoint qui est victime, bon, doit respecter une procédure, il doit aller déclarer à la police, etc. Mais je vais passer sur les détails, là, c'est pas... Voilà. Et dès qu'il est parti, de mémoire, il n'y a même pas un préavis de moi, il s'en va et c'est le conjoint qui reste, qui voit. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Normalement, je pense que vous devriez le voir. Alors, je vais l'agrandir. Là, certainement que ça va aller mieux. Voilà, en fait, si vous voulez, c'est un élève c'est un apprenant qui a fait ça à la fin d'un cours et c'était un cours qui était en visio. Parce que d'habitude, je l'ai fait faire au tableau pour le présentiel et en visio, on l'a fait avec Canva de mémoire. Donc, voilà. Donc, ici, en fait, si vous voulez, les cartes mentales sont des résumés. Alors, il ne faut pas apprendre que ça. Bon, mais c'est déjà pas mal parce que ça vous permet d'avoir des idées et surtout de structurer. Donc, on a vu les formes, la remise à main propre, contre-mangement, la lettre recommandée avec accusé de réception et l'acte extrajudiciaire. La date des faits, je vous ai dit que le congé, que ce soit donné par le bailleur ou par le preneur, ne commence à courir qu'au jour où il est reçu, où vous échangez les lettres, c'est signé, ou lorsque c'est le commissaire de justice qui dépose le petit papier dans la boîte aux lettres, ou bien, il y a une faute d'ailleurs à judiciaire, il m'a oublié le i, ou bien si il y a l'accusé, le papier, le document rose de la poste. Donc, la durée, le principe, il a fait l'inverse. C'est un filou. Je m'en aperçois que maintenant, il faut inverser ces 3 mois et 1 mois. On a 6 raisons économiques, une raison médicale et 3 motifs réglementaires. Et ensuite, on a ce que doit faire le locataire pendant le congé. Ça, on ne l'a pas vu.
J'arrête le partage, je vous retrouve. Donc, le locataire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, oui, il y a une inversion, hein, merci. Il doit payer le loyer, toujours. Il doit assurer le logement, toujours. Et il doit aussi, et ça c'est dans les obligations, faire les visites. C'est-à-dire qu'il peut s'en dispenser, mais en principe, il doit être là 2 heures les jours ouvrables pour faire visite. Voilà. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions avant que je passe au congé donné par le preneur dans le cadre des baux meublés, ou est-ce que c'est bon pour vous? Bon, ok, c'est bon. Allez, c'est parfait. Je continue. Alors, congé locataire meublé. Donc, vous êtes dans un logement meublé. Alors, vous êtes en résidence principale. Là, le congé, alors la forme, ça ne change pas, ça on a bien vu. On va l'avoir de 1 mois seulement. Voilà, 1 mois. Donc, 1 mois, ben, vous pouvez donner congé. Le bail mobilité, c'est 1 mois également. Le bail étudiant, c'est, j'ai un doute, c'est 1 mois aussi et tout est calqué sur meublé, c'est 1 mois. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Ben, rien de particulier. Non, on a les mêmes règles. En fait, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que 1 mois, ça fait court. Je vous explique pourquoi. Ça, c'est la praticienne qui vous parle. Parce que, en fait, quand vous êtes gestionnaire, vous recevez la plupart du temps, la lettre recommandée où vous validez le congé que vous donne le locataire. Il est préférable de faire un pré-état des lieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est bon que vous alliez un peu avant voir le logement. Bon, d'abord, s'il n'y a pas des sinistres, si vous n'avez pas les dégâts des eaux au plafond ou s'il n'y a pas eu des tuyaux qui ont fui à travers les murs et qu'il faille refaire des tapisseries ou qu'il faille faire quelque chose, des travaux. Ensuite, il faut voir si le locataire, lui, il a tout bien entretenu. Vous aviez livré un appartement qui était tout neuf. Bon, vous avez des tapisseries qui ne sont pas propres, il y a du café sans faire exprès, il y a du café qui a giclé sur les murs, ou bien vous avez des taches d'humidité, etc. Bon, c'est bien de le savoir un peu avant. Ensuite, il faut voir s'il a bien entretenu, s'il a fait les certificats d'entretien de la VMC, éventuellement de la chaudière, s'il y a une piscine, de la piscine, enfin de tous les équipements qu'il y a. Et le temps que vous preniez rendez-vous avec le locataire, le temps que le ou la locataire vous reçoive, que vous fassiez la visite, que vous appeliez le propriétaire, on arrivera facile au 20 du mois. Et si ça en va le 30, et que vous fassiez passer des artisans ou des prestataires pour faire les travaux, ça va être un peu court. Donc, c'est pour ça que moi, c'est court et qu'un pré-état des lieux, c'est toujours utile. Voilà. Donc, ensuite, côté propriétaire. Bon, alors c'est 40 presque. Alors, côté propriétaire, à votre avis, est-ce qu'un propriétaire peut donner congé à n'importe quel moment, tout à fait librement? Par exemple, moi, je suis votre propriétaire, vous êtes mon locataire. On est aujourd'hui le 27 juin. Je vous dis, ben, écoutez, vous êtes bien gentil, mais voilà, moi, je vous donne votre congé pour le mois prochain parce que je dois loger ma fille qui arrive, qui va faire des études. Est-ce que j'ai le droit de faire ça en plein milieu du bail? À votre avis ou pas? C'est ce que fait le locataire. Le locataire, au beau milieu du bail, il vous dit, voilà, je m'en vais. Bon, moyennant un préavis de 3 mois ou de 1 mois si. Alors, Eva, comme Louis, nous dit qu'il n'a pas le droit. Louis nous dit qu'il faut le motiver pour reprise. Alors, est-ce qu'il y a d'autres apparemment, ça s'arrête là. Alors, effectivement, à l'inverse du locataire qui peut vous donner congé à n'importe quel moment, le propriétaire, lui, ne peut pas vous donner congé à n'importe quel moment. Il doit respecter des délais. Et il ne peut pas le faire pour n'importe quelle raison. Disons que, si vous voulez, le législateur, lorsqu'il a
établi la loi de 89 et celle qu'il y avait avant, a pensé que le logement était quand même quelque chose de fondamental, le droit au logement était fondamental pour tout un chacun, et notamment pour des locataires, et qu'on ne pouvait pas donner congé à des locataires n'importe comment et n'importe quand. Donc, on a dit le propriétaire, s'il veut donner congé, et à ce moment-là, il va falloir canaliser cette volonté à travers, on va dire, 3 grands thèmes, c'est-à-dire 3 motivations. Donc, effectivement, comme a dit Louis, il peut donner congé pour reprise, pour habiter. À votre avis, il peut donner congé pour quoi encore? Reprise pour habiter, et après, pourquoi il peut donner congé le propriétaire? Pour vendre, Johanna, très bien. Il va donner congé pour vendre. Et ensuite, on a une case pour faillite. Alors, non, pas vraiment. Peut-être dans les baux commerciaux. Pour la perte de la maison, oui, ça peut si c'est intégral. Pour loger un membre de la famille, oui, c'est pour reprise. La troisième raison, c'est un motif un peu fourre-tout, mais pas vraiment. Mais on peut y mettre des choses. C'est motif légitime et sérieux. Bon, alors, ça, c'est pour le vide et le meublé résidence principale. Pour les 3 autres meublés, c'est pas pareil. Donc, reprise pour habiter, oui, donc ça ne sera pas n'importe qui. Le propriétaire va vous dire, alors, autre point essentiel, le propriétaire doit donner congé au locataire toujours 6 mois avant la fin du bail. Autant le locataire, il peut le faire à n'importe quel moment, moyennant un préavis de 3 ou 1 mois, au début du bail, même le jour même du bail. Moi, ça m'est arrivé, j'ai eu des locataires, ils avaient signé, le lendemain, j'avais le congé. Même fait beau. Au début du bail, comme au milieu, comme plus tard, etc. Mais le propriétaire, lui, il est obligé d'attendre à la fin. Un bail de 3 ans, eh bien, il peut donner congé que 6 mois avant la fin des 3 ans. Bail meublé, résidence principale, 1 an. Il doit donner congé 3 mois avant la fin du bail. 3 mois avant les 1 an qui se terminent. Voilà. Donc, alors, même s'il n'a plus de logement chez lui, oui, même s'il n'a plus de logement chez lui, exactement, oui, c'est un peu le monde à l'envers pour certaines, je vous l'accorde, mais même s'il n'a plus de logement chez lui, il ne peut pas mettre la personne à la porte. Le locataire a une priorité. Voilà, donc, reprise pour habiter, eh bien, on attend que le logement, on attend les 3 ans ou les 1 an, si c'est résidence principale meublée, et donc, on reprend pour habiter, soit pour soi, le propriétaire. Alors, après, vous avez toutes les personnes autour. Donc, le conjoint, donc, reprise pour habiter, pour le propriétaire, pour le conjoint du propriétaire, pour l'époux le conjoint qui est marié, qui est le partenaire qui est pacsé, le concubin, les ascendants, les descendants, donc des conjoints, du propriétaire, du partenaire pacsé, etc. Et je crois que c'est tout. Donc, on peut être propriétaire et SDF. Alors, oui, en principe, vous devez avoir le loyer qui rentre. Alors, attention, moi, je vous donne la règle de droit, Eva. Maintenant, rien n'empêche d'aller négocier en disant au locataire, mais moi, j'ai plus rien, je suis à la rue, laissez-moi, partez. Bon, s'il est de bon entendement, il partira. S'il est obtus ou s'il veut rien entendre, il partira pas. Et il faudra attendre les 3 ans, la fin des 3 ans ou la fin des 1 an pour récupérer son bien. Et en attendant, il sera locataire. Voilà. C'est comme, on ne peut pas faire autrement. Et ensuite, je vous dirai autre chose. Vous verrez, il y a un autre blocage. Il faut que je me dépêche. Donc, congé pour reprise pour habiter, il faut indiquer un motif et reprise pour habiter, mais seulement une résidence principale. Ensuite, le motif, c'est la vente. Donc, je vends le bien. Mais attention, le locataire
va être prioritaire, c'est-à-dire que le locataire, mais pas en meublé, résidence principale, seulement en vide, il a ce qu'on appelle un droit de préemption. Vous, propriétaire, demain vous dites, allez hop, mon bail se termine dans 1 an, allez, on est en juin, il se termine en mai, bon, je donne mon congé, je le vends. C'est un studio qui est situé, je ne sais pas où vous êtes, allez, moi je suis près de Toulouse, je prends Toulouse, un petit studio, 130 000 €, je le vends. Je notifie au locataire donc le congé, je le fais 7 mois avant. Alors oui, ça, on le verra, il peut. Si je notifie mon congé, et là, le locataire a 2 mois pour me dire si oui ou non il achète. Voilà. En meublé, il ne peut pas. Il n'a pas de droit de préemption, mais en vide, il peut. Et pendant 2 mois, si le locataire n'a pas répondu, eh bien, je suis un peu bloquée, un peu beaucoup, parce que, en fait, le congé vaut, si vous voulez, comme une offre d'achat. Comme si le locataire est prioritaire. Et tant qu'il ne vous a pas dit non, eh bien, il est toujours là, et il faut faire avec. Voilà. Et au bout de 2 mois, s'il ne vous a pas répondu, c'est bon, on considère que, voilà, ou s'il vous a répondu, ben, il achète. Donc, la vente, il faut que le prix soit correct. Et ensuite, vous avez le motif légitime et sérieux. Alors, c'est quoi le motif légitime et sérieux? Ça peut être effectivement, comme vous disiez, alors attendez, que je ne me trompe pas, votre prénom, c'est Brahim ou Tidjane? Parce qu'en principe, c'est Tidjane. L'impayé de loyer est effectivement un motif de congé. En fait, il y a 2 choses qu'il faut distinguer. Quand vous êtes un impayé de loyer, il faut faire attention à ce que ne vous soyez pas dans la phase d'expulsion. Comme c'est une phase qui est longue, là, il y a une nouvelle loi qui est sortie qui apparemment la réduirait. À ce moment-là, il se peut déjà que l'expulsion ait pris le relais et que là, on peut, si vous voulez, on est hors congé. Mais si vous n'avez pas entamé une expulsion, parce que ça coûte cher et c'est long, et c'est surtout très pénible moralement. Pour en avoir fait 2 ou 3, je peux vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, si votre locataire a des difficultés, vous voyez que ça, un coup il paye, un coup il ne paye pas, il accuse 2-3 mois de loyer, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous ne faites pas l'expulsion, mais vous vous dites, allez, il ne paye pas bien, hop, je donne un congé, motif légitime et sérieux. Et là, effectivement, c'est un prétexte pour lui donner congé et éviter la phase d'expulsion. Alors ensuite, on peut déduire la somme des loyers versés du montant de la vente si on est locataire depuis un certain temps. Alors, on peut déduire. Alors non, ça, Eva, vous devez penser à ce qu'on appelle la location-vente. Alors, ça peut se faire, mais on n'est plus dans le domaine de la location, on est dans le domaine de la vente et on est dans le domaine d'une vente, d'un achat location-vente. Alors, ça se faisait il y a 30 ans, ça se faisait, il y en avait en pagaille, mais ce n'était pas évident. En fait, ça fait le système que vous évoquez fait penser un peu au leasing, comme une voiture que vous achetez par tempérament, la location option d'achat. Et au bout de la location d'option d'achat, à ce moment-là, vous pouvez acheter votre bien effectivement. Location-accession, oui, mais on parlait aussi de location, oui, d'achat par location, un truc comme ça. Voilà, mais aujourd'hui, ça se fait quasiment plus. Voilà. Alors, dans les motifs légitimes et sérieux, vous avez donc les impayés, vous avez à avoir les travaux. Vous avez un logement qui va être que vous louez une grande maison, puis vous vous dites, oh, il y a un locataire là, mais tout compte fait, maintenant, avec le saisonnier, ça se développe, je vais faire des travaux, au lieu d'avoir un logement, j'en fais 4. Motif légitime et sérieux. Par contre, attention, hein, il faut le motiver, il vous faut le plan de l'architecte, il vous faut le permis de construire, il vous faut toutes les autorisations d'urbanisme. Voilà. Ensuite, motif légitime et sérieux, qu'est-ce que vous avez? Ben, c'est
À Pau, il n'y a pas grand chose. Vous avez le changement d'usage si d'une habitation, vous voulez faire un local professionnel. Voilà. Alors, je vais faire vite pour le meublé. Le meublé, disons que le meublé non résidence principale, bon, saisonnier, j'en parle pas parce que c'est moins de 3 mois. Donc, mais on va parler du meublé mobilité et des meublés étudiants. Ben, en fait, disons que c'est la solution et en BTS, on vous demande de plus en plus de conseiller vos clients aujourd'hui. Et ces deux meublés, mobilité et étudiants, n'ont pas de congé pour le bailleur. C'est-à-dire qu'en fait, le bail ne se renouvelle pas. Pourquoi vous allez donner congé? Parce que le bail se renouvelle automatiquement. Un bail mobilité comme un bail étudiant ne se renouvelle pas. Ce qui veut dire que si la personne, l'étudiant ou le locataire mobilité que vous avez, avec qui que vous avez rentré dans le logement s'en va, eh bien, le propriétaire va relouer, mais s'il arrive au bout, c'est-à-dire au bout des 10 mois ou au bout des 9 mois pour les étudiants, le bail ne se renouvelle pas. Donc, c'est terminé. Voilà, le propriétaire récupère son bien. Bon, alors, si évidemment la personne ne s'en va pas, on va entamer, mais c'est rarissime, une procédure d'expulsion avec le coût que ça représente et la pénibilité. Mais sinon, il n'y a pas de renouvellement. Donc, vous récupérez votre bien, vous n'avez pas besoin de donner congé, le locataire s'en va, et à ce moment-là, vous pouvez en faire, le vendre, en faire ce que vous voulez, le reprendre pour habiter, mais vous êtes libre, vous n'avez pas d'obligation aussi pesante que dans la législation du vide ou du meublé résidence principale. Voilà, je pense que je vois Corinne Bosc en écran, donc j'ai dû arriver. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Est-ce que ça vous a un peu Je pense que c'était une bonne peut-être réunion, là. informé? Les étudiants avaient du répondant, en tout cas, c'est bien. Bon, ben écoutez, Eva, c'était passionnant, c'est parfait. J'aimerais bien vous avoir comme future apprenante, alors, puisque ça vous a passionné. Ben écoutez, c'est bien. Très bien. Voilà, je vois qu'il y a eu en tout cas. Mais c'est avec grand plaisir. Je vous entends plus, Corinne, je ne sais pas. Voilà, c'est bon, je sais pas, on Ah m'entend? là, je vous entends. Oui, voilà, je félicitais donc les étudiants parce que j'ai trouvé que voilà, leurs interventions étaient pertinentes et que voilà, dans les questions, donc je vous remercie tous voilà, pour toutes les questions, que ça permet en plus voilà, de rendre le cours plus vivant. Et je pense que certains ont pu effectuer de bonnes révisions. Je crois comprendre que certains sont déjà en immobilier parce qu'il y avait un bon niveau de réponse. Donc je vous félicite tous. Voilà, si vous avez des questions, je vous ai remis mon contact, ou alors je vais vous remettre voilà, mon contact ici. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas voilà, à venir vers moi pour que je puisse vous renseigner. Encore une fois, là, je vous souhaite une bonne chance à ceux qui passent l'examen, enfin, qui ont passé l'examen, qui attendent leur réussite, ou ceux qui étaient en première année. Je ne sais pas trop quels étaient vos profils. Pour ceux qui souhaitent en tout cas des informations pour la formation à venir, n'hésitez pas à revenir vers nous et à retrouver donc Madame Chabal, puisqu'elle enseigne, vous l'avez vu, donc sur différents centres et aussi en enseignement à distance. En tout cas, Caroline, je vous remercie infiniment. Mais merci à vous, Corinne, et merci à vous, à vous Donc, tous et toutes pour votre participation et ces échanges qui ont été relativement intéressants. Et j'espère vous retrouver peut-être avec grand plaisir en septembre. voilà, je vois Voilà. que Myriam, en tout cas, était convaincue et viendra rejoindre le groupe en deuxième année, en cours du soir. Donc, ça doit être une formule, je pense, à distance sur la formule. Donc, Premium Plus, si j'ai bien compris. Donc, je vous souhaite la bienvenue, Myriam, en tout cas. Je vous dis à tous à très bientôt. Merci beaucoup, Caroline. Et nous, on Mais se avec retrouve plaisir, bientôt de toute Corinne. façon. À À très bientôt. bientôt, chers Au étudiants. revoir. Au revoir.